Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Sylvain Béraud, manager du pôle urbanisation et architecture chez Reliance. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Alors salut Sylvain, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous intéresse tous et qui est assez nouveau je dirais, c'est un petit peu tout ce qui est le management des API, comment on ouvre son SI à l'extérieur et comment on fait en sorte que tout ça fonctionne. Mais avant de rentrer dans le sujet, moi j'aimerais me faire un petit saut dans le passé comme d'habitude, j'aimerais savoir si tu peux me raconter ton premier projet informatique. Bonjour Philippe, alors effectivement ça remonte un tout petit peu. Mon premier projet il s'appelait Exit. C'était pas mal comme nom. Ouais, c'est pas mal comme nom effectivement. Et en fait la vraie logique c'était de suivre la chaîne de fabrication du médicament. Donc on travaillait pour des usines pharma. Donc j'étais en entreprise, en ESN. À l'époque on disait SS2I. Et on travaillait en cabinet de consulting technico-fonctionnel qui travaillait énormément dans le monde de la pharma et qui avait identifié un manque qui était dans le suivi de la chaîne de fabrication du médicament. Et donc, on a co-construit avec ce cabinet un outil qu'on a déployé dans un certain nombre de laboratoires. Donc, c'était une très belle expérience parce que je l'ai construit tout seul avec un architecte à côté de moi. Est-ce qu'il tourne encore ? J'aimerais bien le savoir. Je ne suis pas retourné voir les labos en question, mais j'avais eu aussi la chance, effectivement, d'aller dans des labos pour installer et pouvoir visiter des chaînes de fabrication de médicaments. Ce qui, pour un premier projet, est plutôt pas mal. C'est plutôt un très, très beau premier projet, effectivement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots un petit peu ce que tu aimes faire, d'où tu viens, quelle formation tu as fait et qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui ? Yes. Alors aujourd'hui, officiellement, mon rôle, c'est lead architecte pour le groupe Reliance. J'y reviendrai après. En vrai, je suis tombé dans l'informatique très petit, avec un père qui a ramené des ordinateurs à la maison. Je pense que j'avais 5 ou 6 ans. Ah. Donc j'ai touché... On a vécu la même jeunesse. J'ai touché très très vite. Alors beaucoup le côté gaming au début, mais assez rapidement recopier des codes qui venaient de magazines informatiques pour essayer de faire des jeux, et puis ça compilait pas. Et à l'époque, on comprenait pas ce qu'on faisait. Mais assez rapidement, on s'est mis à se dire « Ah, j'ai compris que là, il fallait... c'était mal écrit dans le magazine et qu'il fallait changer quelque chose. » Et donc oui, toujours bien aimé ce monde-là. J'en envisageais pas forcément d'en faire un métier. Et puis c'est venu petit à petit. Et donc, j'ai fait un DUT, puis une école d'ingé, parcours assez classique. Et puis, d'abord développeur. Et après, je suis allé plus effectivement sur la filière architecture. Pourquoi ? Je pense qu'il y a un côté où j'adore la technique, mais j'adore aussi le fonctionnel et comprendre le métier de l'entreprise. Et je trouve que dans le métier d'architecte, on arrive à combiner un peu les deux. Ouais, combiner clairement les deux. Ouais. Et donc aujourd'hui, tu es chez Reliance. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'entreprise en quelques mots ? Qu'est-ce que vous faites et un petit peu quels sont vos enjeux actuellement ? Alors, Reliance, c'est un groupe spécialisé sur 2 cœurs de métier, ce qu'on appelle la RC médicale et la protection sociale. En fait, on travaille pour les établissements de santé et pour les collectivités territoriales, donc les mairies, conseils généraux, etc., pour assurer leur activité au quotidien. En fait, c'est ça. Et ce métier d'assurance, on a envie de le changer maintenant et on a envie d'aller plus loin. Parce que quand on est assureur, on intervient souvent a posteriori du risque. On attend que le risque se produise, on attend qu'il y ait un sinistre. Et ce qu'on appelle un sinistre, nous, c'est un accident. Et là, on intervient. Nous, on pense, et on n'est pas les seuls, qu'il y a énormément de valeur à remonter cette chaîne du risque et à intervenir beaucoup plus dans la prévention et dans le pilotage du risque. Aider nos clients à comprendre là où est leur risque, et là où sont leurs risques, parce qu'il y en a même plusieurs, et comment on peut les prévenir. Donc, c'est une transformation qui est en cours dans le groupe, mais c'est vraiment l'objectif. C'est une transformation un peu fondamentale du métier, quoi. Clairement. Et pour donner un exemple, on n'est pas le seul secteur dans l'assurance qui est confronté à ça. Je vais donner un exemple, c'est les assureurs automobiles. Aujourd'hui, on a des premiers constructeurs automobiles qui sont en train de dire, alors c'est pas possible en France, mais c'est possible sur d'autres marchés, qui sont en train de dire à leurs clients, ne vous assurez pas. Ce n'est pas la peine que vous preniez une assurance. On a tellement travaillé sur le risque, on a déployé tellement de fonctionnalités dans les voitures qu'on garantit nous-mêmes le risque si jamais il se produit. Ah oui, c'est une sacrée évolution, quoi. Donc, on est dans une vraie transformation. Alors, c'est dans des mondes comme l'automobile, c'est très prégnant et ça commence vraiment à faire bouger les lignes. Nous, on est dans un monde où c'est moins le cas, mais on pense qu'on a quand même une plus-value à apporter, et notamment de par notre expertise, notre connaissance depuis un certain nombre d'années de ce milieu-là. Intéressant. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet qui nous occupe aujourd'hui. On va parler un petit peu API. Alors, je vais juste définir le terme pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une API. C'est ce qu'on va appeler une Application Programming Interface. C'est une possibilité d'ouvrir un certain nombre de fonctionnalités sous un format plus ou moins standard.
Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de se dire comment on fait quand on veut commencer à mettre ces API à disposition du monde entier, enfin, au sens où des acteurs qui ne sont pas forcément au sein de l'entreprise. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on parle d'ouverture de SI et de quoi on parle en fait quand on parle de tous ces sujets-là? Tout à fait. L'objectif en soi, c'est de se dire, on a tous vécu dans un SI qui était très cloisonné, qui était pour l'entreprise, pour les utilisateurs, les collaborateurs de l'entreprise. Et on a souvent oublié, alors ça dépend des métiers, hein. Quand on est dans le monde du e-commerce, on pense forcément à l'utilisateur externe. Mais nous, on pensait quand même beaucoup à nos utilisateurs en interne, nos back-office de gestion. Nos clients, on avait des espaces clients, mais c'est très limité. L'objectif, c'est de se dire, on a énormément de parties prenantes, que ce soit des clients, des victimes chez nous, dans le monde de l'assurance, d'autres compagnies d'assurance, des courtiers d'assurance qui travaillent avec nous, qui seraient intéressés pour interagir avec nous sans passer par j'envoie un email, j'envoie un fichier CSV, mais avoir quelque chose qui est plus... Ou de l'EDI, tout ce qu'on faisait, Voilà, tout classique. tout ce qu'on faisait plus classiquement avant, mais avoir quelque chose qui est plus structuré et qui est plus facile et plus potentiellement synchrone aussi, voire événementiel dans certains cas. Et donc, cette idée d'ouverture du SI, c'est ça, c'est de se dire, mon système d'information, je permets à d'autres personnes qui sont extérieures à l'entreprise de l'utiliser de manière simple et normée. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je le dis souvent en interne, je trouve que ça, on a vécu beaucoup de révolutions technologiques, mais ça, je trouve que c'est une vraie révolution de concevoir quelque chose et de le mettre à disposition d'un public que tu ne connais pas ou qui va l'utiliser d'une manière que tu n'as pas forcément envisagée à la base, quoi. Et ça, je trouve que pour les entreprises, c'est vraiment une révolution, quoi. C'est un changement très fort de paradigme parce que ça demande, quand on construit quelque chose, de se poser la question, je sais comment cette fonctionnalité va être utilisée dans l'entreprise, mais comment d'autres personnes à l'extérieur que je ne connais pas pourraient l'utiliser. Et donc, ça demande de brainstormer un peu plus, je trouve, et d'arriver pour autant à quelque chose qui est plus... Alors, le terme qui me vient, c'est générique, ce n'est pas forcément le bon terme, mais qui permet plus de choses en tout cas. Donc oui, ça change drastiquement, mais ça offre beaucoup plus de possibilités, et y compris en interne au final. Il y en a beaucoup qui parlent même de la possibilité pour certains collaborateurs de l'entreprise d'assembler des API. Ouais, j'entends ça maintenant beaucoup. Ouais. Pour eux-mêmes construire leur outil de gestion. Et j'avoue que pour moi, on en est encore loin. Je le vois au quotidien, on a encore beaucoup d'acculturation à faire avant d'arriver ici. Mais foncièrement, oui, rien ne l'empêcherait du moment qu'on a conçu notre système d'information de cette façon-là. Et du coup, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va commencer pour ouvrir des grandes fonctionnalités de son SI, on va essayer de concevoir des API. C'est ça dont on parle aujourd'hui. Oui. Alors, moi, c'est un sujet tellement vaste qu'on va essayer de démarrer par quelque part. Comment on fait pour bien concevoir une API qu'on met à disposition du reste du monde? À quoi on pense? Par où on démarre? C'est quoi la stratégie? Le plus important, c'est de se focaliser. Pour moi, c'est de se focaliser sur le métier. C'est quoi le métier? C'est à quel besoin on essaye de répondre. Ça, c'est le point le plus important. Et derrière, se poser la question, quels sont les consommateurs que je vais avoir? Il ne faut pas chercher à tout pouvoir faire du premier coup. C'est ça. Donc, l'objectif, c'est pas je prends tout ce que je peux faire en interne et que j'expose. Non. Pour moi, c'est... Parce qu'il y a des gens qui ont cette approche, tu vois, de dire tout ce qu'on a, on le met à disposition de l'extérieur et puis on verra ce qui est utilisé, quoi. On peut le faire. Nous, on a un exemple. On a développé des API autour de notre gestion de sinistres. En disant, on a énormément de clients qui seraient intéressés. On est 1 an et demi après. Aujourd'hui, on a 0 client. Ah oui, d'accord. Alors, on a un premier client qui est fortement intéressé en Allemagne, donc on devrait pouvoir avancer rapidement avec eux. Mais au final, on se rend compte qu'on a conçu des choses qu'on n'arrive pas à diffuser. Alors, il y a plein de raisons à ça, hein, et je pense qu'on y reviendra dans le reste du podcast. Mais il ne faut pas viser la lune non plus. D'accord. Il faut commencer petit. Il faut commencer avec des use cases dont on pressent vraiment le besoin qui est déjà là, voire qui nous a déjà été remonté. Et y aller brique par brique. Ce qui peut servir d'opportunité, et nous, c'est notamment aussi quelque chose qu'on a utilisé, c'est quand on reconstruit, quand on refond des espaces clients ou quand on construit des espaces clients. Parce que clairement, ça, ce sont des fonctionnalités qu'on veut exposer à l'externe. Ouais, par définition même. Par définition.
Et si toutes les fonctionnalités qu'on propose dans notre espace client, on les réfléchit sous forme d'API, bah, on peut se dire qu'on va avoir des clients qui sont assez avancés côté IT, qui vont dire bah, en fait, je n'ai pas besoin de votre espace client pour réaliser Des actions. ces actions, mais je peux connecter directement à mon système d'information. D'accord. Mais ça nécessite, donc ce que tu dis, c'est tout à l'heure, on parlait de l'image du salarié qui allait se construire son propre système de gestion à base d'API. Là, ça sous-entend que les utilisateurs de ton API, ça reste quand même des clients professionnels qui ont une DSI avec des développeurs et qui sont capables de l'utiliser. Alors, dans notre monde à nous, oui, parce qu'on est dans un monde très B2B, en fait. Et je pense que ce n'est pas le cas partout. Pour autant, il n'y a pas énormément de gens qui, naturellement, chez eux, le week-end, pour s'améliorer leur quotidien, vont aller chercher l'API qui va bien et l'assembler avec potentiellement une autre API. Je vais te citer un exemple. Avec les compteurs Linky, au début, il y avait une API qui était, qu'on pouvait utiliser en tant qu'utilisateur lambda et qu'ils ont fermé au public pour la réserver aux utilisateurs B2B. Mais peut-être qu'on n'était pas nombreux à l'utiliser. Non, mais bien sûr. Enfin, je dis, on n'est pas nombreux. Ouais, c'est ça. Il y en a forcément. On est tous un peu les informaticiens qui s'ennuient. Quelques passionnés, mais on est plus dans l'exception que la règle pour moi. Donc oui, je pense que dans le monde de l'entreprise, on va d'abord ouvrir à d'autres entreprises. Ouais, je pense que c'est le plus simple. Tu maîtrises déjà un peu les gens qui vont l'appeler, quoi. Concrètement, moi, je vais commencer par la sécurité et l'identification des utilisateurs. Comment vous êtes parti? Comment ça fonctionne? Alors, bien souvent, quand tu parles d'API, il y a un protocole qui revient sur la sécurité et sur l'authentification, c'est OAuth2. Ok. C'est un protocole qui est standard dans le web, qu'on voyait déjà dans d'autres cas d'utilisation, mais qui est extrêmement... Qui écrase tout maintenant. Qui écrase tout maintenant. Pour les vieux de la vieille, il y avait SAML aussi, SAML. On n'utilise vraiment plus beaucoup maintenant. Nous, on l'utilise encore, mais dans le cadre très interne. Mais pour tout ce qui est exposition web, OAuth2 est vraiment... le protocole a été aussi pensé pour le web et donc pour l'ouverture sur le monde. Donc ça, c'est la première chose. C'est le standard, quoi. On commence, on met son authentification. Tout à fait. Et après, c'est là où tu peux commencer à venir... plugger d'autres choses comme des plateformes d'API management qui vont t'apporter un certain nombre de fonctionnalités pour standardiser un maximum de choses, un maximum d'actions. Alors, avant de passer sur l'API Gateway et tout ce qui est, comme tu dis, gestion d'API, moi j'avais une question, parce que je me suis souvent posé cette question et quand je discutais avec des clients pour voir des API à l'extérieur, c'est comment tu crées les utilisateurs? C'est-à-dire, OK, tu as OAuth2 qui est ton protocole de sécurité, mais comment tu manages les utilisateurs qui pourront avoir accès, les clients? Est-ce que c'est du machine to machine? Est-ce qu'il y a une politique à mettre en place là-dessus? Comment ça fonctionne chez Reliance? Aujourd'hui, on a peu de clients de nos API et donc c'est très très manuel. D'accord. Donc c'est on a j'enregistre mon client à la main. Voilà. Je déclare mon client à la main et je lui fournis ses secrets. Ses secrets. Ouais. Parce que là, c'est un truc qui est compliqué parce que dès que tu commences, je trouve, à avoir des populations externes, ça demande une gestion de ces populations, le mec qui renouvelle sa clé, comment tu l'identifies, et c'est assez pénible, quoi. Ouais, bien sûr, plus on grossit. Plus ça devient pénible de faire ça, quoi. Donc on va basculer, donc du coup, tu me parlais de système de gestion d'API. Est-ce que tu peux en dire plus? Est-ce que tu peux décrire un peu ce que c'est, à quoi ça sert, et pourquoi, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, ça n'est pas ce n'est pas un pauvre Nginx dans un coin qui traîne. Alors, ça marcherait très bien avec un Nginx, on pourrait faire beaucoup de choses juste avec un Nginx, Mais l'idée de ces briques d'API management, alors elles sont très vastes, elles n'ont pas toutes les mêmes fonctionnalités, mais l'idée c'est de dire on a quand même un nombre de fonctionnalités communes qu'on veut toujours mettre en place. Et je vais te donner quelques exemples. On veut toujours mettre en place des quotas ou du rate limiting pour surveiller la façon dont notre API est utilisée et pas faire tomber le système d'information qui est derrière. Parce c'est toujours un peu un stress parce que du coup, t'es plus protégé dans ta propre entreprise, quoi. Bien sûr, si tu ouvres ton système d'information, tu as le risque qu'il y ait quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui bourrine ton API et qui fait tomber ton système d'information. Donc, c'est pour ça qu'on met en place des quotas, du rate limiting. Ça, c'est une fonctionnalité standard d'une plateforme d'API. Énormément de fonctionnalités de ce type-là. C'est aussi... Souvent, elles viennent avec un portail développeur, ce qui est en vrai plus, parce que ça permet d'exposer à justement toutes les entreprises avec qui tu vas travailler en portail où les développeurs de cette entreprise vont retrouver l'ensemble des API, l'ensemble des documentations,
Tu n'es pas obligé de leur pousser en vieux PDF Ouais. par mail, etc. Du coup, Donc, ça met une espèce de Swagger ou équivalent. en fait, souvent, tu leur exposes le Swagger. Moi, Ouais. il y a un outil que j'ai découvert il y a quelques mois que j'aime bien, parce que Swagger, c'est très bien, mais c'est très centré fonctionnalité par fonctionnalité. Et souvent, pour réaliser une fonctionnalité métier, il faut enchaîner plusieurs fonctionnalités Clairement. techniques. Ouais. Je vais prendre un exemple, déclarer un sinistre. Bah, oui, il faut que j'appelle une API pour ouvrir mon sinistre. Mais derrière, je veux envoyer des documents et derrière, je veux compléter avec d'autres informations. Donc, en fait, pour la fonctionnalité métier de déclarer un sinistre, j'ai 4-5 appels API à enchaîner. Et donc, moi, j'ai découvert un framework assez récemment qui s'appelle Spring REST Docs, D'accord. qui permet, sous forme de tests unitaires, ou tests d'intégration, on va plutôt dire, de décrire des snippets de code et d'assembler ça dans un fichier. C'est dans Markdown. la grande suite Spring des outils, quoi. Ouais, c'est dans la suite D'accord. Spring. Et donc, à la fin, tu peux générer en Markdown un document qui explique, voilà, pour faire cette fonctionnalité métier, voilà les appels d'API à enchaîner. D'accord. Et je vais prendre Donc, mes au niveau snippets de code. supérieur que la pure Ouais, API de base où tu n'as que des trucs. c'est ça. Donc, ça facilite grandement Et ça, je vais l'exposer via ma plateforme d'API management. Parce qu'aujourd'hui, vous avez choisi quoi en plateforme d'API management? Aujourd'hui, on a choisi une plateforme d'API management qui s'appelle Gravity. C'est des acteurs français, des Lillois. Donc, c'est plutôt... c'est pas la grande plateforme comme les APG, les WSO2, etc. Mais c'est une plateforme qui a quelques années maintenant, qui fonctionne très bien, qui tient très bien la charge. On a commencé à déployer il y a 1 an. On a commencé sur une autre plateforme beaucoup plus hétéroclite. Mais voilà, ça fait 1 an, on commence à avoir... là, on a eu 500 000 d'appels en 15 jours. Ouais, c'est passé tout seul. C'est passé... je dirais que c'est assez rare sur les API Gateway. Moi, j'ai pas trop de retour d'expérience de mauvais... en termes de perf... Il y a toujours des surprises parce que, bien sûr, plus on veut rajouter, donc j'ai parlé de quota, de rate limiting, on peut faire du filtrage IP, on a tendance à rajouter beaucoup de choses à cet endroit-là parce que ça permet de le standardiser et de faire la même chose pour toutes les API. Et c'est quand même aussi l'objectif, se dire toutes mes API, elles suivent quand même un peu le même flow et je peux les sécuriser, je peux... de la même manière. La même manière. Plus on en rajoute, plus on se rajoute de la latence aussi. Et s'il y a une fonctionnalité qui marche moins bien, d'un coup d'un seul, je ne comprends pas pourquoi, mais mon API se met à moins bien marcher. Moi, je te partage un exemple. On utilise pas mal Kong, qui en est un autre. Oui. Et sur Kong, tu peux mettre des bouts de script pour modifier ta requête ou ta pour réponse. Adapter ta requête, compléter et tes informations. C'est une bonne fonctionnalité, mais si le développeur fait un peu n'importe quoi, comme tu dis, tu te prends une latence à tous les appels, quoi. Et c'est là où c'est important que ta plateforme d'API management, elle vienne aussi avec les outils pour pouvoir identifier ça. Typiquement, on a eu un peu le même problème très très récemment et on l'a résolu hier. Ah ouais. On s'est aperçu que quand on mettait en place le quota et le rate limiting, aujourd'hui, dans certains cas, de manière, on va dire, aléatoire, ça augmentait drastiquement la latence. Donc on passait d'une requête qui mettait 100-200 millisecondes à une requête qui mettait 5 secondes. Et heureusement qu'on avait un dashboard qui nous permettait de voir la latence de l'API en elle-même et la latence que rajoutait la plateforme. Ça, c'est important de voir. Et donc, du coup, tu le vois, tu dis, on sait qu'on a un problème. Et là, on a travaillé avec les équipes de l'éditeur et on a trouvé une solution en passant le quota et rate limiting en asynchrone pour l'instant et en se disant, donc c'était dû à ça plus tard. D'accord. Et ce matin, les performances sont au rendez-vous. Alors, j'en parle, mais c'est pas moi qui ai travaillé dessus. C'est un autre architecte chez moi, mais... Donc toi, tu considères d'avoir un système de gestion de l'API, un API Gateway, c'est obligatoire si tu veux ouvrir tes API à l'étranger, à l'extérieur? C'est pas obligatoire dans les premières phases d'expérimentation, mais dès qu'on va commencer à avoir plusieurs API, faut y aller, quoi. Voilà, faut y aller. Ça va standardiser, ça va permettre d'exposer à un seul endroit toutes les API, et en plus, ça va permettre d'avoir des métriques qui sont rassemblées. Du coup, ce que tu dis là, ça me fait tout de suite poser une autre question. Et moi, j'ai souvent cette question chez des clients, c'est j'ai 3 services qui veulent exposer des API. Est-ce qu'on doit faire on doit les regrouper au sein d'une exposition commune de toutes ces API avec un seul API Gateway qui va présenter ça à tout le monde, ou est-ce qu'il vaut mieux travailler en silo? Comment vous fonctionnez, vous, chez Euroliance? Nous, on a plutôt tendance à dire on découpe les API par grand pan métier, mais on a une seule API Gateway. D'accord. Donc vous avez donc chacun travaille dans son coin, chacun mais travaille on dans son coin. D'accord. Pour avoir un seul. Voilà, c'est le point d'entrée de toutes les API, ça passe par là, et on sait que si jamais on a un problème, on peut couper. Tu coupes le tuyau. Voilà, on coupe le tuyau et c'est terminé. Mais c'est hyper important. Enfin, tu le disais tout à l'heure, mais la sécurisation, c'est vraiment clé. Et du coup, on travaille beaucoup avec les équipes sécurité chez nous
sur ce sujet-là. Ouais. Moi, ça me stresse toujours parce qu'on sait que même si on fait en tant que développeur attention, je veux dire, des failles, il y en a partout dans nos applications. Du coup, des fois, quand on entend les clients qui disent on va l'exposer parce que du coup, on a un partenaire qui peut utiliser, je me dis oula, on n'est pas serein, quoi. On n'est pas serein. Faut le faire en conscience, faut prendre le temps, faut pas aller trop vite. C'est une belle opportunité, mais il faut faire attention. On a vu trop, et on voit encore trop récemment dans l'actualité je ne vais pas les citer, mais un grand groupe de restauration dont un certain nombre de données personnelles ont été exposées parce qu'il y avait une API qui était mal sécurisée. Ah, c'était ça Je n'avais pas suivi le détail, mais c'est tellement facile. Il y a une partie qui était liée à ça. Alors, une fois qu'on l'a mis en place, donc c'est bien. Moi, j'ai toujours un sujet, c'est comment on fait après, on fait les montées de version, quoi. C'est-à-dire que comment on fait pour mettre la nouvelle version de l'API avec les breaking change. C'est quoi la stratégie que vous avez mis en place? Alors là, il y a plusieurs écoles. Ouais, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école de oui, j'ai le droit de faire du breaking change et je fais des V1, des V2, des V3, etc. Nous, on est plutôt dans l'école de se dire on fait pas de breaking change, on s'interdit de faire des breaking change. D'accord. Donc, ce qui est plus. Donc, tu intègres la complexité dans ton SI que tu veux pas forcément exposer, quoi. Alors, il y a une partie de ça, il y a une partie aussi de prendre plus le temps en amont dans la conception. Parce que si tu t'autorises pas de breaking change, faut être plus sûr de toi. Il faut être certain de ce que tu publies. Il faut être plus sûr de toi. Et là où il y a une école qui dit peu importe ce que j'expose et je le casserai après. Moi, je trouve le pire, c'est j'ai plein de clients qui me disent c'est pas grave, on fait une V2 et puis du coup, ils nous demandent de maintenir la V1 et la V2. La rétrocompatibilité. Oui. Et alors ça, en tant qu'équipe de développement, ça devient vite compliqué, quoi. Ça, pour moi, ça peut être une phase. Enfin, si on choisit de s'autoriser les breaking change, ça peut être une façon de faire, mais ça doit être une phase transitoire. C'est-à-dire qu'il faut, on n'a pas le choix. Si on fait un breaking change, il faut penser aux consommateurs de l'API et on ne peut pas leur dire, voilà, on met en production. Adaptez vos faut leur donner programmes de votre côté. 2 ans pour décommissionner, quoi. 1 an ou 2 ans, ça me paraît même beaucoup. Ouais. Alors après, tout dépend de l'API dont on parle, mais oui, il faut, si on choisit d'avoir des breaking change, il faut avoir une politique de dire j'accepte d'avoir 2 versions, mais pendant combien de temps et comment je fais pour permettre à mes consommateurs de s'adapter. Parce que moi, je trouve ça c'est un vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est que comme tu dis, les SI sont de plus en plus interconnectés entre les SI. Et j'ai l'impression qu'on passe un effort de maintenance extraordinaire parce que chacun évolue à son rythme dans ses API, dans son coin. L'État, quand tu es connecté avec l'État, il change tous les 4 matins. Le fournisseur de signature électronique, il change. Et du coup, tu te retrouves à subir un certain nombre de modifications dans ton SI qui c'est assez pénible. Donc, je trouve ça bien d'essayer de limiter le... C'est pour ça que nous, on est plutôt parti effectivement dans l'optique de se dire on prend peut-être un peu plus de temps, on conçoit tranquillement ce qu'on veut exposer et on essaye de limiter. Je dis bien on essaye parce que c'est dur. Aujourd'hui ça nous est pas arrivé, mais je sais très bien qu'à un moment dans le futur, il y a un endroit où on va être obligé de faire un breaking change parce qu'on a changé. Ce qui est aussi frappant, c'est une histoire de maturité sur ton système d'information. Si ton système d'information, ça fait longtemps qu'il existe, normalement il a une certaine maturité, tu as aussi une maturité fonctionnelle, donc ce que tu veux exposer est plus clair. Quand tu pars sur un nouveau métier que tu connais pas, que tu es en train d'explorer en même temps que tu l'ouvres, forcément, tu vas casser. Forcément, tu vas casser. Et, moi, j'ai une question en termes de performance. Alors, sans critiquer les ERP et tous ces systèmes, un peu gros systèmes assurantiels, en termes de performance, vous les branchez directement à l'API Gateway, vous passez par un SaaS au milieu, comment on traite cette histoire de performance? Parce que de base, nos ERP ne sont pas faits pour aller vite, quoi. Alors, tout dépend ce qu'on a derrière. Nous, on a effectivement le mix. On a des endroits où on a des ERP et des endroits où on a l'ERP maison qu'on a développé nous-mêmes. Mais ce que tu racontes est vrai. Dans un ERP, on fait beaucoup de choses. Et donc, du coup, ça prend du temps. Ouais, c'est pas nécessairement optimisé pour répondre vite, quoi. Et ça n'a pas été pensé non plus dans ce sens-là. Ce qu'on a tendance à faire, de toute façon, c'est de dire on ne branche pas directement l'ERP, le back-office de gestion, à l'API Gateway. Mais on a plutôt une couche intermédiaire, qui est une couche métier, qui, bien souvent, dans le cas de la lecture, va faire passe-plat. D'accord. Mais... dans le cas de l'écriture, en fait, à chaque fois qu'on veut faire une modification sur le système d'information, en général, on ne va pas forcément appeler qu'un composant du système d'information, mais on va potentiellement en impacter plusieurs. Donc, tu fais un espèce de tampon où tu stockes tes demandes de modification et puis toi, cette espèce de middleware va aller appeler dans ton SI. Alors lui, il va... Soit il le fait en direct, mais il peut aussi... il le fait en direct et il fait passe-plat, ou il le fait en direct et il enchaîne plusieurs appels, ou il stocke
et il traitera plus tard. Mais il y a vraiment une espèce de couche d'abstraction pour mettre toute cette logique. Parce que ce qui, d'un point de vue métier, est une action unique, ne l'est en général que très rarement dans le système d'information. Bah, tu prends l'exemple d'ouvrir un sinistre, généralement, tu as une espèce de notion de transaction globale de ce que d'ouvrir un sinistre. Oui, il faut que j'appelle en service qui va m'affecter un nouveau numéro parce que je suis obligé par le code des assurances d'avoir une numérotation qui est chronologique. Et puis après, il faut que j'appelle tel système. Et puis après, il faut que j'appelle le provisionnement pour savoir combien mon sinistre il va me coûter, etc. etc. Et d'un point de vue utilisateur, c'est une action, mais en fait, toi, ça te fait 40 appels dans ton SI, quoi. Et surtout, en général, cette complexité-là, il ne faut pas l'exposer dans une API. Non. Parce que du point de vue du consommateur, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je suis bien d'accord. On va essayer d'avancer. Je vois que le temps file. De manière organisationnelle, comment ça fonctionne? Parce que comment est-ce qu'il faut plusieurs services? Est-ce que tu crées un service qui sert à gérer les API? Est-ce que c'est chacune des équipes qui va s'organiser pour travailler? Tout le monde a été formé. Comment ça fonctionne? C'est encore le Xème service transverse qui va gérer ça. Nous, on veut pas rentrer dans ce. On s'est posé la question, mais on veut pas rentrer dans cette politique. On a un service qui est dédié à gérer les API. On considère qu'il faut qu'on acculture tout le monde à la fois dans la partie informatique de l'entreprise, mais même aussi, et c'est important dans l'entreprise en elle-même, à qu'est-ce que c'est une API, pourquoi on ouvre un système d'information. Parce qu'en fait, on n'ouvre pas un système d'information. On ouvre une entreprise. On ouvre une entreprise sur le monde. Ça demande un changement de culture. Ça demande un changement de culture. On n'est que dans les premières étapes, mais l'idée, c'est vraiment d'embarquer tout le monde. Il faut des experts. Donc, il faut construire une équipe qui est en maîtrise à la fois des outils. Donc, on parlait de la plateforme d'API Management. Il faut des équipes qui savent l'utiliser, mais il faut petit à petit embarquer tout le monde. Ouais, c'est vraiment un changement de fond, quoi. Et donc là, aujourd'hui, nous, typiquement, on a créé un comité API. D'accord. C'est encore une réunion dans l'agenda, ça. C'est encore une réunion dans l'agenda, mais en fait, on a fait le choix d'inviter tout le monde côté IT, mais en mode, venez quand vous voulez, si vous voulez, et venez poser les questions, venez nous challenger, venez nous apporter des informations, des idées. Mais si vous n'avez pas envie, à cette itération de réunion, vous n'êtes pas obligé de venir. Et donc, ça nous permet de diffuser de la connaissance, Puis même des fois de découvrir qu'il y a des fonctionnalités qui existent dans son SI qu'on ne connaissait pas. Tout à fait. Entre services. Donc voilà, ça, c'est vraiment l'idée. Moi, j'aimerais qu'on aille encore plus loin parce qu'il faut aussi qu'on embarque le métier. Mais tu penses, toi, ta vision des choses, c'est que tu penses qu'ils seraient à même de comprendre ce que ça veut dire, les implications de tout ça? Moi, je pense que oui, du moment qu'on arrive à vulgariser et à pas rentrer dans des détails technico-techniques. Ouais. Et c'est important parce que, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a une API de sinistre, on n'arrive pas à avoir des clients qui la consomment. Moi, je suis persuadé que c'est aussi parce qu'on ne l'a pas assez expliqué en interne. Ouais. Et donc, comme on ne l'a pas assez expliqué en interne, on n'a personne qu'on a parlé aux clients. Donc, si les clients ils le savent pas, c'est sûr. Il y a peu de chances qu'ils viennent le découvrir par eux-mêmes. C'est sûr. À l'époque, on avait des WSDL qui étaient plus faciles pour découvrir en XML. Ouais, après, ça demande quand même une histoire de culture. Et nous, on est dans des domaines, la santé et les collectivités territoriales. C'est pas là où il y a des services informatiques, sans leur faire injure, parce que c'est des gens qui au quotidien font beaucoup de choses. Et c'est des services informatiques qui sont pris par leur activité au quotidien et qui sont pas là pour inventer la meilleure interaction avec leur assureur. C'est ça. Ils ont beaucoup d'autres enjeux, beaucoup d'autres enjeux bien plus importants. Ne serait-ce que la loi nous donne tellement de contraintes maintenant qu'il faut ne serait-ce que suivre tout ce qu'il faut faire, c'est déjà compliqué. Toi, tu considères que vous êtes lancé, donc Reliance s'est lancé dans la gestion des API. Ton avis globalement sur les entreprises, les autres que tu as pu voir, les partenaires, les clients, n'importe qui, tu parlais tout à l'heure de tout un petit peu ces parties prenantes. Tu penses qu'ils sont plus avancés, tout le monde se lance dans la bataille J'ai eu l'impression que c'était il y a eu un effet de mode à un moment et le soufflet a un peu retombé. Ouais. Quand on s'est rendu compte qu'il fallait développer des trucs, c'était compliqué à maintenir. Ouais, puis que ça nécessitait un vrai recul, une vraie prise de recul pour comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire, comment le faire. Aujourd'hui, on voit les entreprises qui sont très, très avancées. C'est plutôt les entreprises qui sont très technologiques, en fait, dans leur ADN. Et il n'y en a pas tant que ça. Non. On voit quelques éditeurs, des fois, qui commencent à essayer de pousser un peu, mais
Ouais, toujours, quoi. mais pas toujours. Et souvent, ils le font parce que ça fait bien sur un slide de Voilà. dire qu'on a une API. Ouais. Et quand tu la Gratte un consommes, peu. quand tu la consommes derrière, bah, en fait, tu peines. Tu peines, ouais. Tu peines beaucoup. Donc, oui, il y en a qui sont extrêmement avancés, qui ont pris ce virage il y a très longtemps, en fait. Et d'autres qui sont très, très, très loin. Donc, c'est vraiment très hétérogène. C'est très hétérogène. Avant de clore le sujet API, est-ce que tu peux nous donner un petit conseil pour, j'ai envie de dire, ne pas se planter? Si un client veut démarrer là, un projet de gestion d'API, d'ouverture de SI, ce serait quoi ton conseil pour pas se planter? Commencer petit. Commencer petit. Commencer petit, vraiment, et pas chercher à dire je veux ouvrir tout mon système d'information. Je veux rendre mon SI interconnectable avec tout le monde. Pour moi, c'est pas crédible. Non. C'est une belle phrase, C'est beau sur un papier, mais il faut commencer petit. Il faut commencer, si possible, par un use case qui nous a été remonté par des parties externes qui veulent faire quelque chose qu'on a besoin et ça leur simplifierait la vie. Parce que tout de suite, on va avoir, ça va être utilisé et on va pouvoir montrer la valeur et donc pouvoir expliquer que bah oui, ça vaut le coup d'y passer du temps et parce que ça a une plus-value pour l'entreprise, mais aussi dans son rayonnement. Ça va m'offrir une transition intéressante parce que j'ai appris récemment que tu travaillais dans un groupe de réflexion, tu vas nous spécifier tout ça, pour travailler tout ce qui est autour de l'open finance. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer un petit peu plus pour ceux qui sont pas du tout au courant de ce genre d'activité? Tout à fait. Donc effectivement, je fais partie d'un groupe de travail qui rassemble des assureurs en France. On travaille avec France Assureurs, qui est un organisme qui chapeaute pas mal d'assureurs. Et l'idée, c'est une idée qui vient de la Commission européenne. La Commission européenne, il y a quelques années, on avait parlé d'open banking. Il y en a qui ont entendu parler de la norme DSP2. Exactement. L'idée, c'était de dire on permet d'ouvrir l'accès aux comptes bancaires facilement. Donc, je vais prendre un exemple. J'ai plusieurs comptes bancaires. C'est une galère infernale. C'était une galère infernale pour avoir une vision agrégée de ces comptes bancaires il y a quelques années encore. Et l'open banking est venu là en disant, en imposant aux banques de dire il faut que vous mettiez à disposition des API normées pour exposer quelques informations, alors pas toutes, et sous réserve de consentement, bien sûr. L'important, c'est sous réserve de consentement. Donc moi, maintenant, ça me permet d'utiliser un agrégateur bancaire où je dis, voilà, j'ai des comptes dans la banque X, dans la banque Y, et je te donne le consentement pour aller chercher les informations. Et ce consentement, je dois le renouveler régulièrement. Mais eux, ça leur permet d'aller récupérer toutes les informations et de me présenter de manière agrégée. Ça, c'est quelque chose qui est en place plus ou moins. Alors, moi, j'ai récemment découvert que je pouvais faire ça sur ma banque, d'aller chercher justement les comptes des autres banques que j'avais. Oui, alors c'est pas le cas partout. Toutes les banques sont pas prêtes, mais ça avance de plus en plus. Et ça va même très loin, puisqu'on peut même maintenant, il y a quelque chose que peu de personnes connaissent, on peut faire ce qu'on appelle de l'initiation de paiement. C'est-à-dire qu'on peut faire du virement instantané grâce à Open Banking. Sur Amazon, depuis peu, on peut le faire. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de payer par carte bancaire, on va faire une initiation de paiement donc on va se connecter à notre banque et on va donner l'autorisation de faire un paiement. Et du coup, de manière instantanée, sans passer par l'ACB, du coup. Et sans passer par l'ACB et sans faire jamais entendu parler. Sans faire un virement qui, en général, prend 24 ou 48 heures. C'est ça. Et qui, pour le commerçant en face, n'est pas intéressant. Alors, c'est pas très déployé, mais c'est aussi une des avancées de l'open banking. Et donc, si je fais la transition, ils se sont dit, on a plus ou moins réussi à faire ça pour la banque. Le consommateur, il pourrait être aussi intéressé sur la partie assurance. On a tous énormément de contrats d'assurance, assurance auto, assurance habitation, assurance vie, et toutes ces choses diverses et variées. Et difficiles à comprendre. Et parfois difficiles à comprendre. Et donc l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut demander aux assureurs d'exposer un minimum, alors certains diraient un minimum du point de vue de la Commission européenne, du point de vue des assureurs, on est plutôt en train de dire qu'on nous demande un maximum d'informations. Pour permettre aux consommateurs d'avoir des informations sur l'ensemble de ces assurances, voire d'agir sur l'ensemble de ces assurances. C'est une réflexion qui est vraiment en cours. C'est dans la droite lignée de ce que veut faire la Commission européenne dans la protection du consommateur. C'est vraiment, je trouve,
quelque chose qui est très ancré dans la Commission européenne sur ces dernières années. On le voit avec l'IA Act, avec le Data Act, bon, le RGPD, j'en parle pas. Mais tout ça est vraiment dans le but de dire il faut qu'on éclaire nos consommateurs, qu'on leur offre plus de possibilités. Mais du coup, la portée, ça va être quoi? Ça va dire juste j'ai un contrat d'assurance chez un tel ou un tel, ou ça va aller même jusqu'à la garantie, les franchises, les montants, Alors, tout ça? Parce que c'est hyper compliqué d'avoir une norme, une nomenclature, je ne sais pas quel terme tu voudrais utiliser. C'est exactement le grand débat aujourd'hui. On ne sait pas exactement où on veut aller. Même la Commission européenne est en pleine exploration. Et il y a une entité européenne qui s'appelle l'EIOPA, donc qui est un peu l'autorité de tutelle de toutes les assurances en Europe, qui a lancé une étude de cas, qui est en train de lancer une étude de cas pour construire ce qu'ils appellent un insurance dashboard. Donc c'est vraiment une étude parce que ça lève plein de questions et on le voit dans le groupe de travail auquel je participe, ça lève plein d'interrogations et plein de craintes. Mais l'objectif, c'est de se dire, on va permettre aux consommateurs d'avoir un endroit, une vision agrégée de tous ces contrats, jusqu'à être capable de lui dire, attention, entre ce contrat-là et ce contrat-là, il y a un recouvrement sur telle partie. Wow. C'est ambitieux. Hein. Quand on connaît le monde de l'assurance, c'est ambitieux. C'est très, très ambitieux, mais on est tous les premiers à se poser la question quand on part en vacances et qu'on prend une location, immobilière ou une location de voiture, on se dire, mais en fait, est-ce qu'avec mon assurance habitation ou est-ce qu'avec ma carte bleue, je n'ai pas déjà une assurance? Est-ce qu'on n'est pas en train de me vendre une assurance supplémentaire? Donc, c'est une ambition. Ça amène, comme tu le disais, énormément de problèmes de normes. En tout cas, c'est intéressant. On critique toujours l'Europe pour plein de sujets, mais je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a des initiatives qui sont quand même, comme tu disais, vraiment pour la protection des consommateurs. C'est clairement ancré là-dedans. Alors après, il y a des gens qui vont dire que le RGPD est mal fait et apporte plus de problèmes qu'il n'en solutionne. Oui, un point de vue. Mais c'est un point de vue, mais n'empêche que le but, c'est quand même d'avancer et de protéger le consommateur. Et la preuve en est qu'il est copié, le RGPD, dans un certain nombre de pays. Je pense que pour le coup... pour tout ce qui est réglementation informatique, interconnexion, tout ça, ils ont fait beaucoup de choses très bien. Très bien. Donc, voilà, donc on est en pleine réflexion là-dessus. Ça fait 6 mois que je participe à ce groupe de travail, qui est très intéressant, parce qu'il y a des aspects IT, mais il y a aussi beaucoup d'aspects légaux, des aspects, on se pose des questions de à qui on va réellement ouvrir ces données-là, qui va venir les consommer, est-ce que c'est équitable de donner ces données à n'importe qui, et comment on protège le consommateur aussi. Et du coup, ma dernière question, c'est que c'est un groupe international, ou c'est un groupe de travail pour l'instant qui est que français, ou qui se fait dans chaque pays? Alors en fait, il y a beaucoup de groupes de travail dans chaque pays. Nous, on est dans un groupe purement français, mais qui, lui, interagit avec d'autres groupes européens, d'autres pays européens, et tout ça, on essaie de remonter à la Commission européenne, qui avait ouvert une consultation. Parce que je ne sais pas combien il y a d'assureurs en Europe, mais ça doit être... c'est faramineux. Ça doit être faramineux, quoi. Ça nous amène un petit peu... Oula, je vois que le temps file. On va devoir aller vers une conclusion. Moi, j'aime bien poser une question en fin de podcast, parce que, alors tu n'es plus tout jeune, tu es comme moi, on a malheureusement quelques années d'expérience dans ce métier, mais est-ce que tu as encore un rêve soit de technologie, soit de projet qui te fait encore vibrer? Moi, ce qui me fait toujours vibrer au quotidien, c'est vraiment de rendre service, de répondre à un besoin métier et de trouver la meilleure solution pour ça. Donc, c'est pas la technologie, c'est un moyen. D'accord. Et c'est pas une fin en soi pour moi. Mais oui, il y a toujours des technos. Enfin, j'adorerais passer du temps sur la blockchain. D'accord. Ah oui. Ouais. J'adorerais, mais je trouve pas le temps. Moi, je te donne mon avis très personnel. C'est à la fois fantastique et inutile dans 99% des cas. C'est intellectuellement tellement satisfaisant. On est d'accord. On est dans une pleine hype et pour autant, il y a des endroits où ça peut être intéressant. Et puis dernière question, alors c'est même pas une question, est-ce que tu peux nous donner un conseil à nos auditeurs? Je te laisse libre cours à tout ce que tu veux. Un conseil pour peut-être les jeunes générations qui débutent dans ce métier et qui ont encore un rêve. Être curieux, pour moi, c'est la clé dans notre métier. Passer du temps à faire de la veille. Il y a plein de façons de faire la veille, donc trouvez celle qui vous va le mieux, mais soyez curieux. C'est comme ça que vous apprendrez des choses et que vous pourrez les appliquer et grandir. Parfait. Merci Sylvain. Merci Philippe.